Vous avez déjà entendu cette histoire. C'est l'histoire d'un verre autour duquel un attroupement s'est formé. La foule est en délire, car certains affirment que le verre serait à moitié plein, tandis que d'autres clament qu'il serait à moitié vide. Si vous avez déjà étudié la logique ou l'art de la rhétorique, vous pensez sans doute qu'il s'agit d'un faux dilemme. Vous n'avez pas tort, et pourtant, nous allons peut-être découvrir que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Commençons par rappeler ce qu'est un faux dilemme et tournons-nous vers la référence ultime de tout vulgarisateur, à savoir Wikipédia. Un faux dilemme est un raisonnement fallacieux qui consiste à présenter deux solutions à un problème donné, comme si ces deux solutions étaient les deux seules possibles, alors qu'en réalité, il en existe d'autres. Histoire de respecter la sensibilité des gens qui croient encore au clivage droite-gauche, je vais donc vous proposer deux exemples de faux dilemmes. Un premier faux dilemme, de gauche, entre guillemets. Soit vous êtes anticapitaliste, soit vous êtes pour la fin dans le monde. Un faux dilemme de droite, entre guillemets, soit nous diminuons les charges sociales, soit nous encourageons l'assistanat. Évidemment, on peut être favorable à une économie de marché tout en étant écœuré de savoir qu'en 2016, plus de 200 millions d'enfants souffraient de malnutrition. Et évidemment, on peut considérer que la fiscalité française est dysfonctionnelle sans pour autant considérer que l'assurance chômage, qui comme son nom l'indique est une assurance pour laquelle les gens ont cotisé, est une forme d'assistanat. Et puis de toute manière, tout le monde sait que les vrais assistés, ils siègent à l'Assemblée nationale. Flawless victory. Fatality. Autant une personne qui vous propose un faux dilemme peut être sincèrement convaincue de ce qu'elle dit, auquel cas elle est victime de ses propres biais cognitifs, autant un argumentateur peu scrupuleux peut vous proposer un faux dilemme auquel il ne croit pas le moins du monde, dans le but de manipuler vos propres biais cognitifs. En plus de réduire le nombre de solutions proposées, comme dans la phrase « soit vous êtes avec George W. Bush, soit vous êtes avec le terrorisme », le faux dilemme peut aller plus loin et proposer des solutions dont aucune n'est valable. Afin d'illustrer cette possibilité, je vous ai concocté un faux dilemme dans lequel aucune des propositions mentionnées n'est une solution valable. Pour redresser la France, soit on nationalise l'économie, soit on privatise tout. En effet, dans cette proposition, aucune des solutions n'est valable et n'est donc une solution. Comme l'a très bien expliqué Silence for All dans son épisode « Favoriser l'honnêteté », libéraliser le marché de l'électricité est absolument dysfonctionnel. En effet, à cause des particularités de ce bien et de ce marché, les incentives poussent les distributeurs à spéculer, à créer des pénuries artificielles, et tout ça génère une inflation démesurée et incontrôlable des prix. A l'inverse, l'histoire a montré que les économies planifiées, pratiquées par des régimes totalement étatiques, étaient dysfonctionnelles et engendraient elles-mêmes misère et pénurie en raison des incentives qui leur sont propres. En réalité, et dans l'état actuel de nos connaissances, la solution optimale consiste dans ce qu'on appelle en théorie des jeux la stratégie mixte, c'est-à-dire un mélange d'économies régulées par l'État ou par une entité régulatrice, ça pourrait être une entité mondiale par exemple, et une économie de marché. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à lire sur la question l'excellent livre du mathématicien Laszlo Mero, qui s'appelle « Les aléas de la raison ». Alors, je préviens tout le monde que c'est un peu technique quand on n'est pas familier des maths, et je ne suis pas un mathématicien du tout, donc des fois c'est vraiment un peu dur à lire, mais c'est un livre qui devrait changer votre manière de voir sur pas mal de choses. Laszlo Mero est parti de la théorie des jeux pour explorer les biais cognitifs, justement, des comportements humains, et après tout, on est là pour checker nos biais cognitifs, non? Alors, ce fameux verre, il est à moitié plein ou il est à moitié vide? Vous l'avez compris, formuler la question en ces termes est un faux dilemme, puisque chaque solution proposée semble exclure l'autre. Alors qu'en vérité, si 50% du verre est occupé par du liquide, ça veut dire que 50% du volume restant est occupé par de l'air. Ce qui me permet aussi de préciser au passage que le verre n'est pas vide à 50% puisque c'est pas du vide qu'il contient, mais de l'air, et que l'air, ce n'est pas du vide.
Je me permets ici d'utiliser un extrait d'un article très intéressant sur la composition de l'air que j'ai trouvé sur le site de ScienceAco, qui est une association du campus de Saclay, et qui dit en substance que l'air est composé de molécules. Donc, les molécules, ce sont des assemblages d'atomes, et dans le cas de l'air, en général, pour ce qui est de la surface de la planète, en général, on y trouve 78% de diazote, 21% de dioxygène et d'autres molécules, comme des gaz rares, tels que l'argon ou le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Il est donc bien plus rigoureux d'affirmer que le verre contient 50% de liquide et 50% d'air. On peut d'ailleurs aller encore plus loin et donner la composition chimique des deux matières, comme l'a fait cet artiste avec ce dessin que j'aime beaucoup. Cela nous permet de faire une nouvelle reformulation de la situation. Le verre contient en réalité 39% de diazote, 10,5% de dioxygène, et ainsi de suite. Nous voilà tout heureux d'avoir débusqué le faux dilemme qui se cachait dans cette sempiternelle question: le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? Mais en plus d'être un faux dilemme, cette réponse, ou plutôt cette question originale, propose des réponses qui consistent systématiquement à simplifier la réalité. Petit 1, le verre n'est ni à moitié plein ni à moitié vide, il est les deux, et ça, on vient de le voir. Petit 2, les 50% du verre qui sont supposés être vides ne sont pas vides puisqu'ils contiennent de l'air. Petit 3, il y a plein d'eau différentes sur Terre, et selon l'eau que vous allez choisir, la composition sera différente. Est-ce que vous allez prendre de l'eau gazeuse, de l'eau minérale, de l'eau de source, de l'eau de mer, ou même de l'eau issue de la mer morte? Il en va de même pour la composition de l'air. Est-ce que vous êtes en train de boire ce verre près d'un volcan en éruption, avec une atmosphère qui sera chargée de soufre? Est-ce que vous le buvez dans les catacombes de Paris? Est-ce que vous êtes en plaine, en montagne, en bord de mer, ou près d'un élevage de porcs? Alors bien sûr, vous allez me dire que cette histoire de verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est surtout une métaphore, et qu'en général, on s'en sert pour mettre en lumière l'optimisme ou le pessimisme des gens. Et vous avez raison. Moi aussi j'aime les métaphores, et il s'avère que la métaphore du verre qui serait à moitié plein ou à moitié vide et qui met la foule en délire dans ce débat éternel et impossible à trancher, tant qu'on ne fait pas preuve de rigueur intellectuelle comme on vient de le voir, eh bien ce débat met en lumière ce que j'appelle le biais de simplification. Le cerveau humain aime se simplifier la vie. C'est le thème de l'excellent livre de Daniel Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow, qui a été traduit en français sous le titre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Je ne vais pas me lancer dans une analyse complète de ce livre, qui à lui seul mériterait plusieurs épisodes, plusieurs vidéos. Je mentionne néanmoins que Hygiène Mentale a fait une excellente vidéo qui lui est consacrée, et je vous invite évidemment à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Pour résumer à l'extrême et citer Daniel Kahneman dans le texte, le système 1 fonctionne rapidement et automatiquement, avec peu ou pas d'effort et aucune sensation de contrôle délibéré, tandis que le système 2 accorde de l'attention aux activités mentales contraignantes, et ces activités impliquent notamment les calculs complexes. Pour faire très simple, là encore, si je vous demande de répondre à la question « Combien font 2 et 2 ?», vous allez instantanément me répondre 4, et c'est votre système 1 qui va me fournir cette réponse. Petit 1, il s'avère que c'est un calcul très simple à faire, et de toute manière, vous connaissez la réponse par cœur. Par contre, si je vous demande de me dire combien font 79 multiplié par 27, eh bah, ça va prendre beaucoup plus de temps et c'est votre système 2 qui va s'en occuper. À moins que vous soyez mathématicien de métier ou que pour X raisons vous ayez appris récemment le résultat de ce calcul par cœur et que vous sachiez que le produit de 79 et 27 font 2133. Comme le dit Kahneman, les capacités du système 1 comprennent des compétences innées que nous avons en commun avec d'autres animaux. Nous sommes nés prêts à percevoir le monde qui nous entoure, à reconnaître des objets, orienter notre attention, éviter les pertes et avoir peur des araignées. D'autres activités deviennent rapides et automatiques à l'issue d'une longue pratique. Le système 1 a appris à associer certaines idées, quelle est par exemple la capitale de la France, ça vous le savez instantanément. Il a par ailleurs acquis des compétences comme la lecture et la compréhension des nuances dans des situations sociales. Certains talents, comme celui de trouver des coups forts aux échecs, ne sont acquis que par des experts spécialisés, d'autres sont très courants. Et c'est pour ça que si vous avez l'habitude de travailler avec les mathématiques, peut-être que certains d'entre vous sont capables de dire instantanément que 79 multiplié par 27 produisent 2133. Mais pour la majorité d'entre nous, il va falloir plancher, se concentrer et arrêter nos autres activités pour répondre à cette question. Ce serait très compliqué de conduire
une voiture et en même temps de faire le produit 27 multiplié par 79 dans notre tête. Kahneman précise bien que ces systèmes 1 et 2 sont des métaphores qu'il utilise à but pédagogique. Système 1 et système 2 ne sont ni des organes ni des zones du cerveau. En fait, ce sont des modalités de fonctionnement cognitif. Et là où mentionner le livre de Kahneman est particulièrement savoureux et approprié pour le sujet que je veux traiter dans cette vidéo, c'est qu'il contient une mise en abîme de nos propres biais de simplification. Pourquoi les appeler système 1 et système 2 au lieu d'expressions plus descriptives comme système automatique et système de contrainte? Pour une raison toute simple. Il faut plus de temps pour dire système automatique que système 1, ce qui prend donc plus d'espace dans votre mémoire fonctionnelle. C'est important, car tout ce qui occupe votre mémoire fonctionnelle réduit votre capacité à penser. Et c'est sur ce biais de simplification que je tiens à attirer votre attention. Alors, la manifestation la plus connue de ce biais, c'est sans doute la généralisation abusive. Tous les élus sont pourris, tous les capitalistes mangent des enfants, tous les syndicalistes sont feignants et les trains n'arrivent jamais à l'heure. Un aspect moins connu de ce biais de simplification, c'est la tendance à proposer des solutions dont on pense qu'elles sont définitives sans réfléchir à leurs conséquences à différentes échelles de temps ou à différentes échelles humaines. Par exemple, je prends mon propre cas, je suis un partisan inconditionnel de ce qu'on appelle le revenu inconditionnel. Et comme je raisonne à une échelle globale, au-delà des frontières parce que certaines problématiques concernent l'intégralité de l'humanité, j'estime, à titre personnel, ce n'est que mon opinion, j'estime que ce revenu doit être planétaire, il doit être littéralement universel. Et comme je surveille mon biais de simplification, je sais aussi que si demain on impose comme ça un revenu inconditionnel à 1500 ou 2000 euros en Inde ou en Afrique, vu le coût de la vie dans ces pays, ça va générer un chaos monumental et peut-être de la spéculation démesurée et une inflation qui va, là encore, être problématique. Donc, je me pose la question, faut-il que le revenu inconditionnel soit proportionnel au coût de la vie dans les différents pays, sachant que ça pourrait, là encore, générer des problèmes entre les pays frontaliers, par exemple? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que la valeur absolue de ce revenu soit le même dans tous les pays du monde, et que du coup, on va l'implémenter de manière progressive pour limiter les dérèglements? Par exemple, commencer par un revenu inconditionnel à 100 euros, puis l'année d'après le mettre à 200 euros, etc., jusqu'à atteindre la somme de 1500 ou 2000 euros. Eh bien, je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse à ces questions. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut être prêt à envisager aussi qu'un jour, cette solution, quelle que soit la manière dont on la met en place, un jour, cette solution sera peut-être obsolète et il faudra peut-être supprimer le revenu inconditionnel. En effet, comme le disent Don Edward Beck et Christopher Cowan, les nouvelles solutions génèrent des nouveaux problèmes. Alors c'est sur ces sages paroles que je vais terminer cette vidéo. Évidemment, ça m'a fait plaisir d'aborder la question des faux dilemmes, mais ça c'est quelque chose qui est connu, je le répète, dès qu'on s'intéresse à la logique notamment et aux techniques argumentatives. On sait très bien ce qu'est un faux dilemme. J'ai utilisé cette question pour m'en servir comme un cheval de Troie pour vous amener sur la question du biais de simplification, parce que je suis persuadé que cette tendance humaine à la simplification, qui explique de nombreux biais différents, et on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains épisodes, je suis persuadé que notre tendance, notre désir comme ça, de toujours simplifier les choses, est un des plus grands fléaux qui frappe l'humanité. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le débat, puisque, comme le dit Kahneman, en fait, le système 1, il est très utile. C'est pratique de savoir, comme ça, à la volée, que 2 et 2 font 4. Les intuitions peuvent être bonnes, le fait de se simplifier la réflexion est intéressante. Et là encore, Hygiène mentale a développé tout ça dans sa vidéo, donc je ne vais pas y revenir. Par contre, le fait de refuser la complexité du monde, que ce soit à des échelles de temps différentes, à des échelles humaines différentes, à des échelles de taille différentes, etc., cette tendance à toujours voir les choses de manière ultra simpliste, c'est un des fléaux à la fois pour notre qualité de vie, pour notre développement humain et aussi pour nos relations interpersonnelles. Parce que, à grand coup de simplification, on va avoir du mal à se mettre d'accord quand on discute, quand on échange, quand on cherche des solutions pour le bien commun et même pour le bien individuel. Et le biais de simplification nous amène rarement à la concorde. Si vous avez remarqué un biais cognitif dans mon argumentation, laissez-moi un commentaire à ce sujet, je serai ravi de voir votre esprit critique à l'œuvre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson, un pouce en l'air, c'est bon pour le référencement de la vidéo, un partage sur les réseaux sociaux, c'est encore plus génial parce que vous allez peut-être m'attirer des nouveaux abonnés.
un pouce en bas si vous aimez pas, c'est votre liberté d'expression. Et puis, je vous conseille de rester jusqu'à la fin du générique, parce que la musique est bonne. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.